Salut et bienvenue sur les capsules de Marie. Je m'appelle Marie-Ève et je suis la fondatrice de la boutique pour bébés Yiyi.ca. Je vous invite à prendre une petite minute pour aller y fouiner. Vous allez voir, on a plein de beaux produits. Aussi, vous avez été nombreux à aimer notre première capsule. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous en remercie beaucoup. Tout ça, ça serait impossible sans notre équipe de production. Allez les visiter sur leur site internet au zarbistudio.com. Aujourd'hui, on a un sujet des plus intéressants. On va parler des 10 choses que notre enfant devrait savoir avant de faire son entrée à la maternelle. On reçoit une orthopédagogue qui a 20 ans de pratique, une maîtrise en éducation. Elle a aussi coécrit le livre intitulé « Le préscolaire expliqué aux parents ». On reçoit Caroline dans quelques secondes pour qu'elle nous donne ses petits trucs. Soyez-y! Les capsules de Marie, elles sont remplies d'outils pour gérer les crises de nos petits chéris. Et quand on croit que c'est fini, c'est la crise. Maman aurait dû écouter les capsules de Marie. Hey, merci beaucoup, Caroline, de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Écoute, j'aimerais ça qu'on commence par définir c'est quoi le rôle de l'orthopédagogue dans une école. Alors, l'orthopédagogue d'une école primaire voit à la prévention surtout des difficultés d'apprentissage des élèves. On commence dès la maternelle, donc on met des choses en place pour prévenir ces difficultés-là, surtout en lecture et en écriture. On a aussi un rôle d'évaluation, donc quand les enseignants ont des questions, ils me réfèrent des élèves que j'évalue pour être capable de cibler les capacités puis les défis de ces beaux trésors-là pour arriver à trouver des moyens de les aider autant à la maison qu'à l'école. OK, fait que toi, tu es une ressource de plein de trucs, là. Exactement. OK, mais j'aimerais ça que tu commences par nous dire ton premier truc. Le premier truc, ce serait d'amener l'enfant à écrire son nom en lettres minuscules. Okay. Les enfants arrivent souvent avec le nom écrit en lettres majuscules. C'est l'apprentissage qu'ils ont fait à la maison. Et nous, on doit leur réapprendre à écrire le même nom, mais en lettres minuscules. Donc, c'est pour eux deux choses complètement différentes. Donc, s'ils étaient en mesure d'arriver à l'école avec un prénom écrit en lettres minuscules, ce serait drôlement plus sécurisant pour eux. D'autant plus que l'enseignante va montrer au tableau des mots écrits en lettres minuscules. Oui. Puis dans les livres, c'est ce qu'on retrouve essentiellement aussi. Même à la maison, essayer de porter une attention particulière à ce que les jeux de société ou les lettres aimantées soient parfois avec des lettres minuscules également. Donc, pour vraiment proposer à l'enfant les deux types de lettres là, dans les jeux qu'on a à la maison. OK. Puis je sais que c'est un petit peu difficile parfois pour les enfants de tenir un crayon. Oh, Est-ce qu'il y a des trucs pour ça? Ah, il y en a plusieurs. Ouais. On a des crayons particuliers qui sont à 3 côtés, donc pour être certain qu'on a les 3 doigts sur chacun des côtés. On a aussi un embout particulier où on insère les 3 doigts, puis on insère le crayon au centre. Okay. On a aussi un truc qu'on peut prendre. On prend le crayon complètement sur la gomme à effacer avec nos 3 doigts. Donc, le pouce, l'index et le majeur. Donc, on le prend au bout et on glisse simplement le crayon pour que nos 3 doigts soient placés correctement à environ 1 cm là, du bout. Donc, ça, c'est un truc qu'on peut présenter aux enfants. Les ergothérapeutes recommandent aussi à ce que les enfants, pour renforcer un petit peu le tonus musculaire, à ce que les enfants dessinent à plat ventre. Donc, de cette façon-là, ouais, le dos devient plus fort, les bras aussi sont bien appuyés au sol, donc de colorier ou d'écrire des petites lettres sur des feuilles là, à plat ventre, ça peut être très formateur. On a aussi un petit truc qu'on utilise souvent, nous, au préscolaire, donc d'amener l'enfant à faire des petites boules avec de la pâte à modeler. Donc, prendre les 3 doigts qui tiennent normalement le crayon. Donc, encore une fois, le pouce, l'index et le majeur. OK, pour aller développer. Exactement, développer la motricité fine. Donc, okay. L'amener à faire des petites boules, un petit peu de la grosseur d'un pois, là, pour en faire une petite montagne. On peut faire un jeu qui en fait le plus en 1 minute ou en 2 minutes. Donc, pour l'amener là, à faire rapidement des boules et à travailler cette prise-là qui va aider à la tenue du crayon là, ultérieurement. OK, fait qu'il y en a plein de petits trucs. Oh oui, il y en a une multitude. Alors, Caroline, dis-nous ton truc numéro 2.
Ce serait d'amener l'enfant à s'asseoir pour écouter une histoire. Okay. La lecture, c'est un moment souvent privilégié où on peut faire plein d'apprentissages. Donc, c'est important de l'inclure dans la routine aussi. Normalement, les gens font la lecture à l'enfant juste avant le dodo le soir. Exactement. Donc, le parent peut prendre le livre. Ça peut être même si c'est la 10e fois qu'on lit une histoire. Si l'enfant choisit son histoire, c'est parfait de la conserver comme ça. On doit simplement prendre le doigt, pour suivre le texte. De cette façon-là, l'enfant sera plus attentif là, à savoir où est-ce qu'on est rendu, parce que sinon, il ne sait pas si on est au début de la première page, à la fin de la deuxième, puis là, son attention est moins présente. Donc, si on suit, ça peut aider l'enfant à être attentif à notre lecture. OK. Puis des fois, moi, quand je lis des histoires à mon garçon, il y a des mots qui sont un petit peu plus difficiles, fait que je les change. Est-ce que je fais bien? Non. C'est très important d'essayer de changer le moins possible les mots parce que si on cache ce bagage de vocabulaire-là à l'enfant, si on le met de côté parce qu'on le change par des mots plus faciles, bien, exactement, il va arriver en première année, en deuxième année, puis on ne l'aura pas exposé aussi souvent à des mots plus difficiles. Donc, les enfants qui les voient, ces mots-là, dans les livres, vont plus les reconnaître. Hein? Plus on voit de mots, plus on entend de fois un mot, plus on va le retenir. Donc, quand l'enseignante va donner une consigne, quand l'enseignante va donner un texte, puis il va avoir à comprendre ce texte-là en première, en deuxième année, bien, s'il a été exposé à du vocabulaire varié, ça sera plus facile pour lui de comprendre. Il ne faut pas trop arrêter, par exemple, puis faire des arrêts trop fréquents dans notre histoire pour expliquer, puis que l'histoire soit interminable. Donc, essayer d'en choisir peut-être un ou deux qu'on va expliquer tout au fil de l'histoire, mais pas arrêter. Il ne faut pas faire plus de 10 arrêts. Oui, exactement, parce que sinon, il ne se rappellera plus qui était le personnage, où est-ce qu'il se trouvait, qu'est-ce qui se passait, parce que là, il va avoir eu plein d'autres mots dans les explications, donc il va être un peu mélangé. J'aimerais que tu nous donnes ton 3e truc. Ce serait que l'enfant soit capable d'enlever son manteau, hein, de se déshabiller seul et de le mettre aussi, donc, et de s'habiller seul. Les enseignants n'ont pas le temps d'attacher les 20 manteaux de leur chérie avant d'aller à la récréation. Donc, l'enfant doit vraiment être autonome dans l'habillage, le déshabillage. Et là, on parle de boutonner les boutons, que ce soit pour aller à la toilette aussi. L'enfant a besoin d'être capable de détacher son bouton de pantalon toute seule pour aller à la toilette. Donc, être capable pour les boutons, pour les fermetures éclairs, pour les bottes aussi. Donc, être capable de le faire de manière autonome. Il y a plusieurs transitions dans une journée. Donc, l'enfant arrive au service de garde, se déshabille, se rhabille pour aller à l'extérieur le matin, rentre ensuite. Donc, il y en a 4 à 5 là, transitions où il y a à s'habiller, se déshabiller. S'il est capable de le faire de manière autonome, tant mieux. L'enseignante ne peut pas le faire pour lui. On voit certains parents qui viennent porter des enfants au service de garde le matin, qui ont tendance à, pour aller plus vite, déshabiller, défaire la fermeture éclair de l'enfant au lieu de le laisser faire seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, mais souvent, pour aller plus vite, on essaie d'acheter du temps, puis ça ne développe pas l'autonomie de l'enfant. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que ça ne se fait pas non plus en une semaine. Hein? Donc, c'est des apprentissages qui se font au fil du temps. Donc, si vous le commencez déjà là, à 3, 4 ans, donc être capable de faire certains bouts seul, à 5 ans, il devrait être capable là, de s'habiller, se déshabiller seul sans problème. OK. Puis s'il y a encore de la difficulté, y a-t-il des petits trucs à faire à la maison? C'est sûr que d'avoir un endroit bien rangé, ça peut aider, hein, à avoir les manteaux, les mitaines à porter. Ça, c'est sûr que ça aide. Si c'est encore difficile, on peut mettre des dessins, dans le fond, des petits dessins au mur pour dire, expliquer, dans le fond, aux enfants les étapes. Exactement. On commence pas, on met pas les bottes avant de mettre la salopette. Donc, on peut présenter ça à l'enfant. Donc, lorsqu'il suit ces étapes, il arrive à la fin, il sait qu'il est prêt à partir. Donc, ça peut le guider. Donc, un enfant qui a besoin d'avoir des repères visuels, là, ça pourrait être très bien pour lui. OK. Puis, côté lacet, est-ce qu'il doit être capable de lasser ses souliers rendu à la maternelle ou? Plus il est autonome, encore une fois, mieux c'est, parce que l'enseignante, encore une fois, ne peut pas attacher avant la période d'éducation physique les 40 chaussures, évidemment. Mais s'il n'est pas autonome dans le lassage de chaussures, on va l'aider. On a des petites bottines de bois aussi là, sur lesquelles il peut se pratiquer dans la classe, donc on va l'aider, c'est évident, mais c'est quelque chose qui se développe avec le temps aussi, qui a besoin de pratique. Ouais. Ton truc numéro 4?
ce serait quoi? Ce serait d'utiliser une paire de ciseaux. Okay. Être capable d'utiliser des ciseaux. Il y a certains enfants qui utilisent des ciseaux à partir d'un très jeune âge et il y en a d'autres qui n'ont jamais tenu un ciseau à leur entrée à la maternelle. Okay. Donc, c'est vraiment important, sans qu'ils soient obligés de faire une dentelle avec du papier, pas du tout, là, qu'ils soient minimalement capables de tracer, de couper, sur une ligne, sur un trait assez large. Donc, ce qu'on recommande aux parents, c'est de tracer des formes avec un crayon feutre assez large. Donc, on demande ensuite à l'enfant, ça peut être un cercle, ça peut être un carré, quand même assez grand. Puis, on encourage l'enfant à couper sur le trait. Donc, plus il est large, moins l'enfant va dépasser soit à gauche, à droite, parce qu'à ce moment-là, il pense qu'il ne découpe pas comme il faut. Donc, il aura une plus grande marge de manœuvre là, pour faire son découpage. Okay. Il y a aussi, si certains enfants éprouvent des difficultés, différents types de ciseaux. On a un ciseau, premièrement, d'entraînement qui va avoir 4 trous où le parent pourra mettre ses doigts, dans le fond, ses 2 doigts derrière celui de l'enfant. OK, pour guider. Exactement. Okay. Il y a un ciseau où l'enfant n'a pas à entrer tout de suite. Donc, pour les enfants qui sont vraiment moins habiles pour manipuler le ciseau, un ciseau à prise aisée qu'on dit. On a d'autres ciseaux qui sont auto-ouvrants. Donc, l'enfant doit simplement peser, mais il s'ouvre tout seul aussi. Donc, c'est plus facilitant d'avoir des ciseaux comme ça quand on a de la difficulté. Sinon, l'enfant va être capable là, de tracer, de découper dans le fond sur les traits plus larges. Okay. S'il n'a pas de difficulté, vous n'avez pas besoin d'utiliser ces ciseaux particuliers-là. Dis-moi ta 5e suggestion, c'est quoi? Ce serait que l'enfant soit capable d'exécuter une consigne simple du premier coup. Oh. Oui. Souvent, les parents répètent 5, 6 fois la même consigne et on ne s'en rend pas compte. Hein? On fait, en préparant le souper, on va demander 5 fois à l'enfant de venir ranger ce qu'il avait laissé sur la table et l'enfant, lui, va être habitué à le faire seulement la 5e, 6e fois parce que maman va hausser le ton, puis là, on va être rendu dans un autre type de consigne qui va être beaucoup plus rigide. Donc, être capable de prendre conscience du problème, puis si l'enfant a de la difficulté, bien, lui demander de nous regarder dans les yeux, de s'arrêter. Déjà, quand on ne fait pas autre chose en même temps, on a plus son attention, de lui demander, de lui dire, là, tu dois aller brosser tes dents. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, lui demander de reformuler dans ses mots qu'est-ce qu'il doit aller faire. Là, il va répéter. Il va dire, il faut que j'aille brosser mes dents. Donc, à la maternelle, le professeur ne répétera pas 5 ou 6 fois. Il va donner une consigne à l'ensemble du groupe, mais si l'enfant n'est pas attentif ou il ne s'en va pas avec lui ou il regarde autre chose, il va avoir de la difficulté à respecter les consignes. Donc, si on l'habitue à la maison à le faire correctement, ce sera plus facile pour lui, à la maternelle, de respecter la consigne du premier coup. Dis-moi ta suggestion numéro 6, ce serait laquelle? Ce serait que l'enfant soit capable de ranger ses jouets de manière autonome, donc toute seule, sans l'aide de papa-maman. Quand il va arriver à la maternelle, il y a plusieurs transitions dans une journée. Alors, il va être appelé à ranger ses jouets rapidement pour aller faire une activité au tapis ou pour aller se placer en rang pour aller à la récréation. Donc, s'il est capable de le faire rapidement, il va être plus à l'aise, hein? Il va se sentir mieux, il va respecter les délais demandés par l'enseignante. Donc, de prendre l'habitude de ranger ses jouets, c'est vraiment bien. OK. Puis est-ce qu'il faut ranger la salle de jeu à tous les soirs ou on peut... Tout dépendant où est située la salle de jeu. Si elle est au beau milieu du salon, c'est évident qu'on doit évidemment les tasser. Mais si c'est au sous-sol, bien, peut-être choisir un soir ou 2 dans la semaine où on le fait, mais garder ces petits 20-30 minutes-là le soir pour lire une histoire ou pour aller jouer à l'extérieur avec l'enfant. Donc, si on passe notre temps à ranger les jouets, ça nous prive de plusieurs autres activités intéressantes. Oui. Et quel serait ton 7e conseil? Ce serait que l'enfant soit capable de jouer avec d'autres amis. On part souvent d'un milieu de garde où l'enfant est dans un sous-groupe de 6, 7. Et là, on arrive à la maternelle où les élèves sont 20 dans la classe. Hein? On a 20 élèves dans une classe de maternelle. Donc, il y a vraiment parfois des frictions. Hein? On a à partager un même espace. Donc, que ce soit de partager les jeux, d'entrer en relation avec les autres. Les enseignants
interviennent très souvent au retour des récréations pour gérer des conflits qu'il y a eu sur la cour. Souvent, dans la classe, c'est plus encadré, mais lorsqu'ils sont laissés là, dans une cour de récréation, souvent, exactement, ils ont plus de difficultés. Donc, si l'enfant a été capable de travailler ça à la maison ou dans d'autres situations, peut-être, je ne sais pas moi, dans des activités aussi en dehors ou au parc, c'est des beaux endroits aussi où on peut aller justement entrer en contact avec d'autres amis, puis apprendre à gérer justement c'est les petits conflits qu'on pourrait retrouver ou apprendre à jouer avec d'autres copains. OK. Puis, des fois, je joue avec mon garçon, puis il n'aime pas perdre. Est-ce que je dois le laisser gagner ou j'y apprends à perdre et à être content pour l'autre? C'est une très bonne question. C'est un apprentissage important aussi qu'on fait avec les enfants à la maternelle. Il y en a d'autres qui apprennent facilement à être heureux pour l'autre qui a gagné. Il y a d'autres enfants qui vont faire des crises lorsqu'ils perdent. Donc, si papy, mamie, papa, maman laissent toujours l'enfant gagner à partir d'un très jeune âge, que ce soit aux cartes ou dans des jeux de société à la maison, il va avoir la difficulté à être heureux pour les autres qui gagnent. Donc, il est habitué à ne pas perdre, puis on l'encourage un peu dans ce sens-là. Donc oui, si c'est possible, puis justement, si c'est papy qui gagne la partie, bien, encourager l'enfant à être content pour papy qui vient de gagner la partie de cartes. Pas juste dire « oh, j'ai perdu » sans faire de crise, mais être capable de dire « bravo papy, je suis content pour toi ». Donc, c'est des apprentissages aussi. OK. Puis, est-ce que c'est bon d'inscrire l'enfant à une activité là, de fin de semaine là, à la ville pour essayer de le rentrer en contact avec d'autres enfants? C'est bon? Ou? Ça peut être bon. C'est un choix. Hein? Ça, c'est un choix des parents. Si c'est un défi pour l'enfant, c'est sûr que j'encouragerais les parents à le faire. Si l'enfant a de la difficulté à entrer en contact avec les autres, j'essaierais de le mettre le plus possible dans ce contexte-là. Il faut faire attention pour ne pas perdre des temps de lecture ou des temps où l'enfant peut développer son imaginaire à la maison, être plus créatif parce qu'il joue dans ses jouets. C'est un enfant qui est toujours dans des activités très dirigées, n'aura pas la chance de développer justement sa créativité autant qu'un autre. Donc, essayer de doser un peu comme, c'est ça, comme dans les autres choses. Et quel est ton 8e truc? Ce serait de mémoriser des comptines ou des chansons. C'est un excellent truc pour travailler la mémoire, travailler le langage aussi. À la maternelle, chaque occasion est propice à une chanson ou à une comptine, que ce soit avant de prendre la collation, avant de ranger, le soir quand on s'en va pour la maison, quand on s'en va prendre l'autobus. Donc, on a des chansons, il y en a plusieurs par jour au préscolaire. Donc, l'enfant qui aura été exposé à ça, que ce soit dans la voiture ou que ce soit à la maison avec ses parents, aura déjà une bonne mémoire là, des chansons normalement. Si vous êtes tanné comme parent d'entendre la même chanson, je vous dirais, c'est peut-être normal, oui, mais il faut continuer, il faut persévérer parce que même si on entend la même chanson très souvent, ça veut dire que l'enfant aussi va l'entendre souvent, puis l'enfant va être capable à ce moment-là de mieux connaître le vocabulaire, de la garder en mémoire aussi, de développer son langage. Il va être capable de se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? S'il l'entend quelquefois, il ne sera même pas conscient qu'il va avoir des mots nouveaux parce qu'il entend l'air de la chanson. Mais plus il sera exposé de fois à la maison. Ou ne serait-ce, la voiture, c'est vraiment un endroit privilégié pour ça. Donc, c'est très important là, d'avoir, même si nous, comme parents, on est tannés peut-être de les entendre, pour les enfants, c'est très formateur. Dis-nous ton avant-dernier truc, c'est quoi? Ce serait que l'enfant soit capable d'aller à la toilette seul, puis qu'il soit capable de s'essuyer seul également. L'enseignante ne pourra pas passer dans les toilettes pour s'assurer que les fesses de nos petits cocos sont bien essuyées, donc il doit être capable de le faire de manière autonome. Il y a d'autres petits gestes aussi, comme par exemple se moucher. Il doit être capable de se moucher seul. L'enseignante ne pourra pas moucher, elle est 20 petits nez, donc très important, être capable de se laver les mains après avoir été à la toilette, de se laver les mains avant et après la collation également, c'est très important. Après la collation? Ben oui, avant pour une question d'hygiène, après pour une question d'allergie. Donc, les enfants qui pourraient avoir des allergies
pourrait être mis en contact là, avec ce que l'ami a mangé comme collation. Donc, on touche par exemple à un kiwi, on a les mains toutes collées, on touche à la porte pour aller à la récréation. L'ami qui suit est allergique, donc il sera en contact là, à ce moment-là au kiwi. Donc, le plus autant que possible, là, être capable de laver les mains après la collation, c'est une habitude que nous, on prend à l'école. Dis-nous ton 10e et dernier truc. Ce serait simplement de descendre un escalier, que l'enfant soit capable de descendre l'escalier en alternant un pied sur chaque marche. Souvent, on pense que notre enfant est capable de le faire, mais ce serait peut-être intéressant que vous observiez vraiment votre enfant en train de descendre un escalier, voir il dépose les 2 pieds sur la même marche. C'est sûr que ça se développe, puis simplement en lui laissant le temps, puis en lui laissant l'occasion de le faire, il va y arriver. Mais dans un rang là, à la maternelle, lorsqu'on se déplace pour aller dans le local d'éducation, dans le gymnase, se déplacer pour aller à la bibliothèque, si on a un escalier, l'enfant qui est derrière va peut-être bousculer l'enfant qui va prendre 2 fois plus de temps parce qu'il met les mêmes 2 pieds sur chaque marche. OK. Un énorme merci. J'espère que les auditeurs vont apprécier et qu'on aurait répondu à quelques questions. On le souhaite. Merci. C'était une autre capsule de Marie. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires ou même si vous avez un sujet intéressant et que vous voulez participer ici même avec nous en studio, n'hésitez pas à nous contacter au boutiqueyeyi@commercial-gmail.com. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos pages Facebook et YouTube pour rien manquer. À bientôt tout le monde! Ciseaux d'aisance, dans le fond, à prise aisée qu'on dit. Donc, c'est ça. Ton conseil numéro 4, c'est quoi? Ce serait d'utiliser des ciseaux, d'être capable d'utiliser des ciseaux tout seul. Excuse. De manière autonome. Merci. C'est un trop gros mot. Tête, épaule, genou, orteil, yeux, nez, bouche, oreille.